Ага. Благодарим Леонида Левак за доклад. Тогда сейчас предоставляем слово Арлет Кавальер, а потом общее обсуждение. Так. Ага, тема доклада «Русская эмиграция». Иван Бунин. Интересный, да, писатель? Bonjour. Merci Svetlana pour cette invitation. C'est un grand plaisir pour moi d'être de nouveau parmi vous à Lyon pour participer de ce colloque qui célèbre le centenaire de l'émigration russe. Le phénomène de l'émigration russe et plus particulièrement de la littérature d'émigration russe tout au long du XXe siècle, bien que déjà étudié sur les différents aspects des critiques et des théoriciens par des critiques et théoriciens russes et occidentaux, manque encore aujourd'hui de nouvelles approches. Les matériaux sont encore fragmentaires car beaucoup d'entre eux ont été perdus ou détruits et de nombreux témoignages des mémorialistes présentent souvent des points de vue partiels, unilatéraux et subjectifs. À l'occasion de son centenaire, il convient d'éclairer plus profondément des ombres qui recouvrent encore ces processus collectifs et individuels de la diaspora russe, dont les caractéristiques et les spécificités résistent aux généralisations et aux simplifications qui ont parfois marqué la critique et l'histoire littéraire russe et soviétique. Ce colloque est donc l'occasion d'essayer peut-être de le faire. Nous devons nous rappeler que le phénomène de l'immigration russe et en particulier le processus d'exil de l'intelligence russe ne doivent pas être analysés comme un événement historique unique et uniforme, comme bien nous a parlé maintenant Leonid Livak, tout au long du XXe siècle. Des événements politiques et sociaux différenciés en Russie et plus tard en Union soviétique ont conduit au surgissement de plusieurs vagues d'émigration vers l'étranger. Comme on a dit ce matin aussi, Svetlana, on considère 4 vagues successives d'émigration au cours du XXe siècle. La première vague des années 1920, la deuxième des années 40, la troisième 70-80 et la quatrième dans les années 90. Nous pouvons constater des motivations plurielles dans chacune d'entre elles, ce qui a engendré des déploiements différents et souvent opposés entre eux au sein d'une collectivité ou de certaines individualités. Cependant, toutes ces vagues successives, en dépit de leurs grandes différences démographiques, sociologiques et culturelles, ont abouti à un processus unique et organique qui finalement a conduit à une revitalisation de la raison d'être de la culture russe émigrée dont les fondements essentiels se sont constitués dès la première vague. Bien qu'unifiés sur un même mouvement d'exode provoqué par la prise de pouvoir bolchevique de 1917 et par la guerre civile qui s'ensuivit, lorsque commençaient des milliers de Russes quittent la patrie, il est estimé qu'à la fin de la guerre civile, près d'1 million de personnes en provenance de l'Empire russe se trouvent au dehors des frontières de l'Union soviétique nouvellement créée. Nous pouvons identifier au sein de la première vague d'immigration une immense diversité d'intérêts et d'opinions diffusées par des noyaux intellectuels, d'artistes et de scientifiques exilés dans les capitales d'Europe occidentale telles que Paris, Berlin ou Prague.
on constate l'émergence de maintes publications et périodiques russes, notamment entre 1919 et 1930, et dans lesquelles ont été publiées non seulement des œuvres littéraires créées lors de l'émigration, mais aussi des articles consacrés à la critique littéraire et aux questions politiques et philosophiques. Rappelons juste quelques titres: les journaux Dernières Nouvelles, Pazlied Novosti, Renaissance, Varzrazdien de Paris et les magazines Tarsi Journal, grosses revues telles que Annales contemporaines, Savrimiennes Zapisk de Paris, Volonté de la Russie, Volia Rassi de Prague. Certes, la construction d'une sorte de micro-société russe autonome, telle qu'en France, par exemple, dans les années 20, lorsque la communauté émigrée est reconnue par les Français comme étant une partie représentative de la soi-disant Russe blanche résistant au pouvoir soviétique récemment constitué, permettra à ces apatrides de jouir d'une liberté personnelle et collective jusqu'alors inconnue pour eux. Mais il faut également rappeler, et en corroborant ce point, les études pionnières de notre collègue Léonid Livak, ici présent, que le phénomène de l'émigration russe de la première vague n'a pas été bâti que par des citoyens qui n'acceptaient pas le bolchevisme, mais également parce que, tout ignorant les nouveaux régimes soviétiques, cherchaient tout simplement une nouvelle vie au-delà des frontières de la Russie, éloignée des privations imposées dans leur patrie. En l'occurrence, dans les années 20, il ne semble pas encore avoir les lignes de démarcation nettes entre les émigrés et les citoyens soviétiques qui voyageaient ou qui, pour des circonstances diverses, résidaient à l'étranger. La scission entre les citoyens russes émigrés et les citoyens soviétiques devient beaucoup plus accentuée dans les années 1930, lorsque la culture soviétique et la culture russe de l'émigration deviennent finalement des pôles opposés. Ceci dit, l'émigration russe des années 20 et 30, au sujet de laquelle je veux me concentrer dans le cadre du présent exposé, constitue un phénomène sui generis qui a instauré une ère capitale de l'histoire culturelle russe avec de réverbérations importantes sur l'évolution culturelle et intellectuelle de l'Occident entre deux guerres mondiales. D'une manière générale, trois groupes d'écrivains représentent la littérature de la première vague de l'émigration en France. Ceux déjà mûrs et consacrés, y compris au niveau international, Ivan Bunin, Dmitri Merezhkovsky, Konstantin Bauman, ceux qui commencent à mûrir à l'époque de la Révolution russe de 17, Georg Ivanov, Mark Adanov, Georg Adamovitch, entre autres, et les plus jeunes qui deviennent des écrivains à l'étranger, Nina Birbierova, Yuri Felsin, Boris Papavlsky, entre autres. Ces auteurs peuvent représenter l'activité littéraire et les tendances esthétiques de la littérature russe émigrée au cours de cette période, ainsi que sa contribution à l'Occident littéraire. Si d'un côté, on constate de la part de la première génération en exil un flux de continuation de la tradition classique littéraire de la Russie pré-révolutionnaire, on ne peut pas ignorer le fait que la jeune génération, en contact avec le nouveau contexte culturel et artistique européen, osait un certain degré d'expérimentalisme et d'innovation. Tel que bien signalé par le chercheur Mark Haeff dans son remarquable essai intitulé « La culture russe et l'émigration », nous pouvons ainsi résumer les traits distinctifs de l'émigration russe. Elle était très nombreuse, elle comptait une masse importante de critiques de personnalités créatrices. Une partie non négligeable de ses membres faisait preuve d'un intérêt vital pour les domaines culturels, instruction, littérature, exposition, spectacles théâtraux et musicaux. Elle se voyait comme un prolongement de la Russie,
tant historiquement que géographiquement, elle maintenait des contacts étroits et des rapports épistolaires entre les divers centres de sa diaspora. La diversité politique et sociale de ses membres assurait un vaste éventail d'idéologies, d'intérêts intellectuels, de goûts, qui permettait la floration des centaines de fleurs, c'est une expression de Raef, dans ces jardins culturels et artistiques. C'est à travers l'un de ces jardins culturels semés par l'émigration russe, les Paris des années 20-30, que je vous propose de jeter un regard oblique sur la figure d'Ivan Bounin. Bien que Bounin fût considéré comme l'un des représentants majeurs de la première vague d'émigration russe, ne serait-il pas une image emblématique des contradictions même à l'intérieur de la littérature d'émigration ? Malgré la polémique créée au sein de la communauté littéraire russe au sujet du prix Nobel, qui lui a été décerné en 1933, Merezhkovsky et même Gorky ne seraient-ils pas plus connus d'un grand public, ou peut-être même des meilleurs écrivains, c'est ça la polémique. Certainement, l'attribution du prix à Bounin a également représenté le triomphe des migrations et de l'âme russe authentique et libre en opposition au nouvel homme soviétique représenté par exemple par Gorky, également coté pour le prix. La révolution d'octobre vécue par Bounin en français, comme une catastrophe et comme la fin de sa Russe natale et de ses racines culturelles plantées dans la tradition de la campagne et de la nature russe, a signifié aussi l'interruption du flux de son activité littéraire. En 1918, il se transfère de Moscou à Odessa, une ville pas encore soumise au pouvoir des bolcheviks, d'où il partirait définitivement avec sa femme Vera Muriomtsova en janvier 1920 au bord du petit paquebot français Patras chargé d'immigrants. Toujours en 1920, après avoir passé par la Turquie et la Bulgarie, le couple s'installe à Paris, l'un des centres névralgiques de l'immigration russe commençait. La présence respectée de l'écrivain sur le sol européen attire l'attention des écrivains non russes, tels que Roman Rolland et André Gide, Laurence, Virginie Woolf, Thomas Mann. Souvent, la critique a l'habitude de diviser la carrière littéraire de Bounin en deux parties. Les années passées en Russie, où il produit environ la moitié de ses écrits, et la deuxième et dernière phase de sa vie en exil, où il écrit l'autre moitié de son œuvre. Il y a aussi la pondération d'un certain biais de la critique, selon lequel les textes de Bounin, écrits entre 1920 et 1930, aurait peut-être une meilleure qualité artistique par rapport aux œuvres écrites avant la Révolution, une évaluation qui me semble assez discutable. Bien qu'il ait commencé sa carrière en tant que poète, on sait que la plupart de ses poèmes affichent un format classique et traditionnel similaire à ceux de la Russie du XIXe siècle. Pendant la période de son exil, sa production poétique se montre largement moins fournie que celle en prose. Quoique peu enclin aux réunions collectives et aux participations en public, Bounin prend contact avec la communauté de l'immigration russe à Paris. Il fait la connaissance d'écrivains et d'artistes tels que Mark Audonov, Zinaïda Gipius, Vladislav Radassievich, Alexei Tolstoï, Alexandre Kuprin, parmi d'autres. Au début de sa phase parisienne, l'écrivain abandonne pour un moment son écriture proprement littéraire et se consacre à proférer des conférences sur la littérature et la société. Il suit ainsi le mouvement des premiers écrivains émigrés qui se présentaient au public à l'étranger comme des prophètes de la vieille Russie éloignés de son héritage culturel suite aux événements d'octobre 17. Ces nombreux écrits publicistes au cours de ces premières années parisiennes cherchaient à attirer l'attention
de la communauté internationale sur la situation politique des exilés privés de nationalité et sur l'anéantissement des valeurs fondamentales de la culture russe par le gouvernement soviétique. Il faut rappeler l'impact produit au sein de la communauté russe exilée lors de sa conférence Mission de l'immigration russe proférée à Paris en 1922, l'incitant à préserver la mémoire russe et à lutter contre la violence du bolchevisme. Bounine devient un collaborateur actif des véhicules de l'immigration publiés partout en Europe en langue russe et il joue un rôle important au sein de la diaspora russe, devenant le président de l'Association des écrivains russes de Paris. Des écrits mémorialistes, des journaux intimes, des réminiscences, des témoignages et enfin des écrits sur les années immédiatement post-révolutionnaires et les vicissitudes de la révolution et de la guerre civile, décrites par Bounine comme un chaos social et culturel, vont occuper ces premières années parisiennes comme étant l'expression de son souci en tant que citoyen et écrivain russe émigré. Au cours des années 25-26, il publie à Kian et Dni, Jour maudit, ses journaux intimes de 1918-1920. En 1925, l'écrivain reprendrait sa production littéraire par la publication du roman L'amour de Mitya, Mitna Lyubov. Peu après, en 1926, est publiée la nouvelle L'affaire de Kornet et Lagin, Diela Karniet et Lagin, à propos de laquelle j'ai l'intention de m'attarder un peu plus loin. Dans ces textes et dans d'autres textes de fiction, comme on sait, il était un maître de la narration courte qui se sont succédés jusqu'à sa mort, 1953. On peut rappeler ses productions plus remarquables seraient Vie d'Arseniev, Gisna Sieneva, 1930, et le recueil de contes omnialiens, Sombres allées, 1943, surgissent les thèmes récurrents de la prose de Bounine, qui constituent les signes distinctifs de son écriture. L'amour, la mort, la mémoire, la nature russe. Il est bien vrai que certains de ces héros s'insèrent dans une sorte d'autobiographie mémorialiste. Par exemple, Vie d'Arseniev, un long poème en prose. D'ailleurs, Paustovski a même déclaré que ces textes n'étaient pas un roman, ni un conte, ni même une nouvelle. Mais le travail soigné avec la parole et la langue russe les distingue comme l'un des grands stylistes russes en éloignant son écriture d'une simple écriture de moi. Dans la concision et dans l'écriture novartiste de ces récits, se rétablissant les propositions idéologiques et politiques à caractère pamphlétaire fréquents dans ces textes publicistes. Sa création littéraire en exil finit par réfracter même à son insu, sinon exactement l'unité de la culture et de la littérature russe de l'émigration, mais plutôt la construction d'un mouvement subliminaire d'opposition complémentaire, capable d'engendrer un prolongement de l'âge d'argent russe et de l'expérience moderniste en Russie et à l'étranger. Il faut rappeler que surtout pendant les périodes de la nette nouvelle politique économique entre l'Union soviétique et l'Europe occidentale, et en particulier la France, il est possible d'encourager un riche échange artistique et esthétique, ce qui s'intensifiait les relations et le flux d'informations entre l'émigration de la Russie et la Russie. Cette situation va se transformer radicalement, comme on le sait, après 1928, lorsque le système soviétique déjà consolidé procédera à la suppression absolue de tout contact entre les émigrés et les partis. Considéré par la critique en porte-parole exacerbé de la mission de la littérature russe de l'émigration, la cosmogonie créative de Bounine me semble plutôt dépasser les slogans dominants sur le plan de la pensée esthétique plus orthodoxe de l'émigration lors de la première vague, pour s'insérer, après tout, dans les expériences littéraires et artistiques les plus modernes. Prenons comme modèle exemplaire pour une analyse, bien sûr, succincte, la construction de sa nouvelle L'affaire de Kornet et Lagin.
Les protagonistes de cette histoire, le jeune lieutenant amoureux Elagan, promeut la chute de manière similaire à celle de tant d'autres héros russes, tels que Oblomov, de Goncharov, comme la figure christique du prince Mishkin, l'idiot de Dostoïevski, ou comme son Raskolnikov de Crime et Châtiment. Il s'agit de l'histoire d'un procès criminel basé sur des faits réels survenus à l'été de 1890, lorsque l'histoire d'amour entre l'actrice polonaise Maria Wisnowska et le jeune soldat russe Alexander Bartieniev aboutit à un meurtre qui a choqué la Russie. Les réflexions insolites émergent au cours du procès judiciaire et les contours mystérieux et absurdes de l'affaire survivent plus de 3 décennies plus tard de base à l'intrigue de ces récits magistrats de Bounine dans lesquels l'analyse psychologique des personnages et les réflexions philosophiques convergent vers un modèle rénovateur du genre de roman policier. Les manuscrits datent du 11 septembre 1925 et la nouvelle est parue pour la première fois en 1926 dans la revue Savrimienne Zapiski en art contemporain, journal édité par des émigrés russes à Paris. Lors de la confession finale du protagoniste, le lieutenant Elagin, le lecteur va s'y trouver face non seulement au possible dénouement d'un mystérieux crime passionnel, mais aussi face à la confirmation d'un des paradoxes les plus incontestables de la pensée russe. Plus la réalité russe est misérable, plus elle est sanctifiée. Ivan Kirievski, chef de file du mouvement slavophile, a déclaré que pour comprendre quelque chose d'aussi vaste et terrible que la Russie, il faut y réfléchir de près et à distance. La virtuosité de Bounine dans la construction de cette nouvelle, où interagissent des regards à multiples facettes pour refrater les événements par le biais de voix diverses et dissonantes, propose un faisceau d'énoncés qui font tourbillonner les récits à travers les couches de millefeuilles d'un procès criminel. D'où le déplacement incessant dans la réception du lecteur face aux faits racontés et leur motivation psychologique. Les chocs du féminin et du masculin, l'art de la représentation, mise en scène amoureuse, non par hasard, sûrement la charmante héroïne de Bounine, Maria Sosnowska, est une actrice de théâtre, et les plaies de la passion, les tout mis sous le regard public et perquisiteur des autorités et des habitants locaux, conduisent le récit vers un jeu vertigineux entre réalité et fantaisie, pour dessiner après tout un tableau désespéré et sans espoir de la vie et de l'amour. Enchevêtrés dans un tourbillon de suspense et de rebondissements de l'intrigue, les narrateurs, les personnages et les lecteurs s'y trouvent parfois à dérive pour capturer les filaments subliminaux qui tissent et retissent les destins tragiques. Il s'agirait certes d'une simplification de la puissance esthétique de cette œuvre et de la plupart de ces contes récits courts que d'admettre sans aucun questionnement l'épithète de dernière classique russe, souvent attribuée à Bounine, notamment par la critique soviétique. Il est vrai que son extraordinaire capacité d'observation et d'analyse incisive de la vie et de la psychologie de ses héros l'affilie dans un certain sens à la tradition des grands réalistes russes. Mais dans l'écriture de Bounine, tout comme on le constate dans ce texte, il y a des procédés artistiques particuliers où sont vérifiées plusieurs stratégies de textualité moderne.
Les mouvements de son récit se déroulent, pour ainsi dire, en ligne courbe. Digressions, fragments narratifs isolés, fils discursifs, dispositions inattendues des événements se déroulent dans des phrases syncopées, rythmes, sonorités textuelles dont les fusions semblent faire écho à une mélodie incantatoire à promouvoir la rencontre bienfaisante avec les poétiques. En l'occurrence, il s'intéresse aux questions, comme j'ai déjà dit, à l'essence insondable de la nature humaine, telles que l'amour, la passion, la mémoire et la mort, qu'il approche et élabore avec un tant de propreté et de manière super commune, ce qui amène Vygotsky, le psychologue Vygotsky, à affirmer dans une brillante étude au sujet de respiration douce, l'York d'Iran, récit de 1916 que je traduis, j'ai le plaisir de traduire en portugais. C'est un autre chef-d'œuvre de la prose russe. Et Vygotsky dit que le travail de Bounine avec les paroles produit un effet esthétique équivalent à la transmutation de l'eau en vin. En effet, une analyse plus approfondie de ces textes narratifs nous permet de surprendre, au-delà du prolongement des canons de la grande littérature du XIXe siècle, une textualité ouverte à la modernité tout en préservant l'essence d'une russité. En ce sens, dans le cas de Bounine, il faudrait nuancer la perception d'une génération d'émigrés uniquement vouée à la représentation du passé de la tradition littéraire pré-révolutionnaire. L'intégration et l'attachement à une nouvelle patrie et surtout l'afflux de nouvelles tendances exploitées par des écrivains russes plus jeunes de l'émigration, dont le chef des filles était sans aucun doute Boris Papavlsky, peuvent être capturés dans les filigranes de sa fiction, dans lesquelles à la fidélité aux racines nationales semble se combiner également toute l'expansion esthétique et artistique proposée par les nouvelles générations d'artistes et d'écrivains russes et français immergés dans les mouvements artistiques nés dans les cafés de Montparnasse dans les années 20. La vie et l'œuvre d'Ivan Bounine semble incarner l'un des dilemmes fondamentaux de l'émigration russe, à savoir l'obstination à sauvegarder l'ensemble d'héritage et l'unité culturelle de la Russie, nonobstant sans s'interdire une interprétation renouvelée et créative de ce passé national vers un avant-gardisme culturel et artistique, pouvant être atteint au moyen d'un processus continu et irréversible d'intégration progressive et dynamique au sein de notre contexte culturel. Ne résiderait-il pas dans ces dilemmes l'un des grands paradoxes de la culture russe elle-même, adhérer à l'Occident et à l'européanisation ou y résister et être capable de suivre son propre complexe chemin historique et culturel. C'est précisément de ces terrains chancelants ambivalents qui s'alimentent et s'unifient la littérature et la culture russe de l'émigration. Hésitation entre la négation et l'affirmation nationale, cependant unifiée et érigée sur ces mêmes caractères doubles, divisés et contradictoire de son histoire, de sa pensée et de son art. Et pour terminer, je crois que c'est bien de citer Bounine, ce sont de brèves notes en 20 minutes, mais peut-être il convient de rappeler les paroles de Bounine dans son discours à l'occasion de l'octroi du prix Nobel. Je pense que cette ligne, c'est un legs pour notre monde d'aujourd'hui. Dit Bounine, mais monsieur de l'Académie, permettez-moi de vous dire qu'indépendamment de ma personne et de mon travail, votre choix par lui-même est un geste de grande beauté. Il est nécessaire d'avoir des centres d'indépendance absolue dans le monde. Sans doute, toutes les différences d'opinion, des croyances philosophiques et religieuses sont représentées autour de cette table. Mais nous sommes unis par une seule vérité, la liberté de la pensée et de la conscience.
à cette liberté, nous devons la civilisation. Pour nous, les écrivains, la liberté en particulier est un dogme, est un axiome. Merci beaucoup. Je finis comme ça. Задаем вопросы, да, обсуждаем. И по последним 2 докладам, да?